Alors, est-ce que je pouvais passer à côté de cette extraordinaire opportunité de parler de Nosferatu le vampire? Bien sûr, ce n'est pas un film américain, ce n'est pas un film de la grande époque, puisque c'est un film qui date de 1922. Mais à l'occasion de ce nouveau remake du film qui vient de paraître sur les grands écrans, je ne pouvais pas faire l'impasse. Et donc aujourd'hui, petite supercherie de ma part, nous allons classer ce On se fait une toile dans un hors-série. Et on se voit tout de suite après le générique pour parler de Nosferatu. Je n'ai aucunement besoin de vous faire le pitch du film, puisque nous sommes dans le classique des films d'horreur, le premier du nom. Et oui, puisque c'est le premier qui est sorti sur les écrans en 1922. Il y en a eu un qui a été produit en 1921, mais qui n'est sorti qu'en 1923. Donc ça fait un bail que l'imagination, l'imaginaire vient hanter nos nuits. C'est un film allemand, en muet, avec plusieurs chapitres, chapitrés, en noir et blanc, avec des sépias quand même pour nous donner des nuances de couleurs entre le jour et la nuit. Film qui prend toute sa source dans le roman de Bram Stoker, le Dracula, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, comment passer à côté de ce film alors que ce nouveau remake vient sur nos écrans et apparemment il est assez bluffant, assez éblouissant, un film de fin d'année qui a conquis le cœur des grands cinéphiles. En ce qui concerne les critiques, ce film est noté 4 sur 5 sur le site Allociné, exceptionnel. Je ne pouvais pas donc passer à côté de la figure mythique de Orlok, inscrit dans nos mémoires de cinéphiles, alors même que je n'avais jamais vu ce film, il a une aura, il a une présence incroyable. Orlok, il est l'emblème du vampire incontesté. Le film a une esthétique très moderne malgré son vieil âge, et il suit exactement les mésaventures de Thomas Hunter, qui vient de vendre une maison en ruine au comte Orlok. Tous les noms ont été changés pour éviter le procès, qui aura pourtant lieu, mais ce qui est marquant, c'est comment ce film a été repris dans la même structure dans le Dracula de Coppola. Tout est là. Tout est sous nos yeux, la main de Orlok qui se prolonge pour aller chercher le jeune agent et le faire monter dans le carrosse, l'ombre de Orlok qui nous suit tout le temps, toujours présente, qui lèche les murs, cette présence envoûtante, le voyage en bateau, tout est là et tout a été repris par Coppola. Bien sûr, c'est modernisé, bien naturellement. Il faut reconnaître aussi, sur ce film de 1922, l'extraordinaire travail de Nosferatu. Le film est d'une élégance rare, même si les panneaux qui interrompent l'action pour donner quelques explications sont soignés tous tout autant. Naturellement, aujourd'hui, le film ne fait plus peur. Est-ce qu'il a déjà fait peur? Je ne sais pas, mais pour nous, c'est déjà up-to-date, on va dire. Mais il laisse quand même une empreinte incroyablement moderne dans le cinéma d'épouvante. Pas de happy end à l'américaine, mais ce que l'on retient, c'est le soin apporté à cette œuvre, comme si c'était un tableau de maître qui jouait avec les ombres et les lumières, avec poésie et délicatesse. En ce qui concerne les petits plus, il y en a quand même quelques-uns, même si ce film est assez vieux, on a réussi à trouver quelque chose. Par exemple, comme mentionné, Nosferatu n'est pas une adaptation légale du roman de Dracula, de Bram Stoker. Le scénariste Henry Galen en a gardé la trame principale, mais il a totalement changé le nom des personnages. Le nom de Dracula, qui veut dire petit dragon, n'a jamais été employé dans le film, au profit de Nosferatu, qui en romain signifiait le nom trépassé. Cependant,
les libertés prises par le réalisateur et le scénariste avec le roman de Bram Stoker, sans en demander les autorisations, ont provoqué la colère de la veuve de l'écrivain. Celle-ci a engagé une action en justice réclamant la destruction du négatif et de toutes les copies. Heureusement, Nosferatu survivra, puisque beaucoup de copies ont été détruites, et les originales aussi, mais retrouvées finalement dans d'autres pays, d'autres copies ont pu être conservées. C'est à l'Allemand Frédéric Wilhelm Murnau que l'on doit la réalisation de Nosferatu. Après s'être révélé en 1922 avec ce film, Murnau, influencé par l'expressionnisme de son pays, l'Allemagne, met en scène Le Dernier des Hommes. Puis, séduit par Hollywood, enthousiasmé par son style très novateur, il signe donc aux États-Unis 2 films, L'Aurore et Tabou, mais sa carrière est brusquement stoppée en 1931 à cause d'un accident de voiture dont il ne réchappera pas. Certaines publications américaines ont affirmé qu'un célèbre acteur allemand avait été maquillé en vampire et que le faux nom de Schreck, qui signifie terreur en allemand, avait été utilisé pour promouvoir le film. Max Schreck, c'est son vrai nom. Il était un acteur de théâtre allemand accompli qui avait joué dans d'autres films avant celui-ci. Le réalisateur Munro et le producteur Gros ont donné à Orlok dans le film la lignée démoniaque et une origine occulte. Orlok est une créature de Bélial, l'un des archémones sataniques, la manifestation même de la contagion des rats qui déversaient dans des cercueils, qui se baladaient dans les rues et dans les rues de Wisborg et répandaient la peste. Le lien d'Orlok avec Bélial donc est également très significatif car Bélial est l'un des démons traditionnels invoqués par les magiciens goétiques, faisant d'Orlok quelqu'un qui pratiquait la magie noire avant de devenir un vampire. Les recherches ont amené les scénaristes et le réalisateur à pousser encore plus loin leur imaginaire. C'est assez impressionnant. Toujours dans la même veine, le château de Katis et d'Orava ont servi de décor au château d'Orlok dans ce film. Le premier nommé qui apparaît en tout dernier plan du film est notamment la résidence puis la prison de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory, accusée d'avoir torturé et tué des centaines de filles et de femmes entre 1590 et 1610. Ça remonte, hein, et d'avoir utilisé leur sang pour tenter de conserver sa jeunesse. On a émis aussi l'hypothèse que Báthory aurait inspiré le personnage de Dracula de Bram Stoker. Cela fait froid dans le dos. En plus de sa structure faciale assez imposante, Max Schreck a aussi été choisi parce qu'il mesurait 1,90 m et cela lui permettait de dominer les autres acteurs et de créer donc ce sentiment de supériorité. Ici, la goélette qui transporte le comte d'Orlok s'appelle Ampousa et non le Déméter comme dans les films suivants. Il s'agit d'une référence à la mythologie grecque. L'Ampousa est un type de fantôme toujours féminin qui était censé s'attaquer aux jeunes hommes pour les séduire et se nourrir. Et dans certaines versions, elles avaient soif du sang de leurs victimes. On identifie généralement à la Lima, mangeuse de chair, et à Monroe, ressemblant à un épouvantail qui était également représenté comme un monstre prédateur féminin. C'est, encore une fois, les légendes qui ont nourri une nouvelle légende, le vampire suprême. Pour en revenir à Coppola, c'est intéressant de savoir que les personnages principaux ont reçu des prénoms différents dans les différentes versions anglaises. Dans certaines, Hunter était appelé Thomas, tandis que dans d'autres, il était appelé Jonathan, comme dans le film de Coppola. De plus, bien que la femme de Hunter soit créditée comme Hélène au générique, dans certaines versions, elle est aussi appelée Mina. Tiens, encore une coïncidence. L'idée répandue dans la culture populaire selon laquelle la lumière du soleil est mortelle pour les vampires est basée sur ce film qui a représenté une telle mort pour la toute première fois dans l'histoire du cinéma. C'était un moyen pour Munro, qui savait qu'il allait être poursuivi pour avoir largement emprunté au roman de Bram Stoker de 1897, de détourner l'attention. Il a donc modifié la fin afin de pouvoir dire que
ce film ne ressemblait en rien avec Dracula puisque ce n'était pas la même fin. Pour en terminer avec nos petits plus, le tournage de Nosferatu s'est déroulé entre le mois d'août et le mois de septembre 1921 en extérieur et dans des décors naturels, chose très rare à l'époque. Il donne donc la part belle aux décors étranges et aux créatures extraordinaires, le tout soutenu par un éclairage contrasté et des angles assez inédits. Pour conclure, c'est un film certainement qui s'adresse aux plus passionnés du cinéma, très certainement un peu moins à la jeune génération qui va s'ennuyer ferme devant ce film, mais il faut reconnaître qu'il est d'une ampleur et d'une ambition impressionnante pour cette époque. C'est pourquoi il se retrouve dans le hors-série, le premier hors-série de On se fait une toile. C'est une curiosité, donc je dirais même que c'est la curiosité du moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez été au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à liker, vous abonner. Bref, faites marcher l'algorithme de YouTube et faites-moi plaisir en vous manifestant. On est en pleine période de Noël, on est le 1er de l'an, donc je vous souhaite une très bonne année à tous. Que du bonheur face aux films que vous allez voir, bien sûr, mais aussi dans votre vie de tous les jours. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous dis à très bientôt, moi, pour un prochain film sur On se fait une toile. Ciao, ciao et portez-vous bien.